Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Enchanté, moi c'est David Baruchel, je suis le fondateur de Start the Fuck Up. On est un studio d'innovation composé uniquement d'anciens entrepreneurs. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu d'un buzzword en fait que j'ai commencé à entendre ces derniers temps, qui est le Venture Client Model. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu vous ce terme. Oui, un petit peu, certains, ok. J'ai l'impression que c'est un mot qui a été très popularisé en dehors de la France, où en France on a eu plutôt tendance à rester sur le mot Open Inno au sens large. Et en fait, on va voir que le Venture Client Model, c'est un modèle un peu spécifique d'open innovation, mais qui a un pouvoir assez fort sur la capacité à industrialiser le modèle et permettre de passer à l'échelle vraiment sa stratégie d'open innovation. Donc très rapidement, donc comme je disais, j'ai fondé un studio d'innovation qui s'appelle Start the Fuck Up, qui travaille principalement avec des grands groupes. On a travaillé avec une cinquantaine de grands groupes sur les 6 dernières années, la moitié du CAC 40, et qui a la particularité d'être composé uniquement d'anciens entrepreneurs, que des gens qui ont monté et ou planté des boîtes. Moi, je me suis permis d'en planter 2 avant d'expliquer aux autres comment faire mieux que moi, voilà. Et ça nous permet d'avoir une approche très opérationnelle du lancement de projet et aussi une double connaissance des enjeux des startups et des grands groupes quand on fait de l'innovation corporate. Bon, sur le côté, je suis aussi un peu business angel, ce qui me permet de garder un lien avec les startups et je donne des cours dans différentes écoles. Voilà, et donc chez Start the Fuck Up, on accompagne les grands groupes sur leur stratégie et l'organisation de l'innovation en interne, les différents dispositifs d'innovation qui peuvent exister, donc de l'intrapreneuriat, de l'open inno, du corporate startup studio et d'autres encore. Et ensuite sur vraiment l'accélération des projets depuis la première idée, le premier besoin identifié jusqu'à la mise sur le marché. Donc, juste pour commencer, et c'est pas juste parce que j'adore commencer avec des quotes de Steve Jobs, mais celle-ci me paraissait pas mal. Je sais pas si vous avez vu cette The Lost Interview de Steve Jobs, une cassette retrouvée d'une super interview où Steve Jobs raconte qu'à un moment, il y a quelqu'un qui arrêtait pas de lui dire qu'il devait aller voir une petite start-up qui démarrait dans un garage, start-up fondée par des anciens qui s'étaient barrés de chez Xerox PARC, et il était en plein développement d'une nouvelle technologie autour de l'impression laser. Et ils ont vu ce qu'ils étaient en train de faire et il a décidé de couper complètement leur programme et tout l'investissement qu'ils avaient fait jusque-là en 2 semaines pour finalement décider d'acheter la solution qui était en train d'être développée par cette petite startup. Et cette petite startup, bah, c'était Adobe, en fait, qui a été un bon pari puisque ça a permis à Apple de se lancer sur le marché des imprimantes laser, mais aussi d'être très précurseur sur tout ce qui est la partie desktop publishing. Donc, c'était comment en fait créer du print depuis des ordinateurs portables. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je trouve qu'elle est assez forte, même si elle est assez vieille, sur le côté, sur la force de l'innovation externe, parfois, par rapport à l'innovation interne, et en quoi ça permet d'accélérer parfois l'accès à une innovation, soit quand on n'a pas forcément les ressources en interne pour développer l'innovation soi-même, soit juste parce qu'on n'a pas forcément la volonté stratégique d'internaliser ça. Donc ça, c'est l'enjeu de l'Open Inno, mais je pense que si vous êtes ici à Techinov, c'est que vous connaissez quand même pas mal ces enjeux-là. Si on regarde un peu l'histoire sur les 10 dernières années de l'Open Inno, j'aime bien la représenter un petit peu comme ça avec cette vague, parce que, alors je sais pas si je peux pointer des trucs pour vous. Oui. Il y a eu un petit peu une première phase d'excitation au début des années 2010, on va dire, où tout le monde s'est dit tiens, il y a des startups super, il y a plein de valeurs à aller capter. Alors du coup, on va faire des challenges Open Inno, des hackathons, des trucs comme ça. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas si facile. Et on est rentré dans une phase un peu plus longue, qui a été un peu une phase d'apprentissage pour les grands groupes et pour les startups, où on a commencé à structurer des entités dédiées, avec des process dédiés, à faire des expérimentations sur ce qui marchait pas, comprendre quel stakeholder fallait impliquer dans l'entreprise, pour se dire, ok, en fait, c'est pas si facile, mais ça peut marcher et ça peut apporter de la valeur. Et l'idée derrière, c'est qu'on rentre dans une phase de maturation qui nous permet d'aller to the moon, comme dirait Elon Musk. Mais pour ça,
pour vraiment capter cette valeur à l'échelle, il faut réussir à scaler la démarche, donc à l'industrialiser pour capter le maximum de valeur possible. Et donc, il y avait une super conférence sur l'OpenInno sur le TEN tout à l'heure. On voit qu'il y a de plus en plus de démarches, même la French Tech, enfin le gouvernement insiste sur le plan je choisis la French Tech pour ses achats internes. Donc on sent qu'on est en train de sortir de cette phase d'apprentissage, qu'on est en train de rentrer dans cette phase de maturation. Mais qui dit maturation dit on peut pas continuer linéairement. Enfin, on peut, mais comment fait-on pour accélérer? Comment fait-on pour scaler nos démarches? Comment fait-on pour les industrialiser? Je ne sais pas si vous êtes à peu près alignés sur ce positionnement là. Je vois quelques oui. Et en fait, si on se pose la question de pourquoi c'est difficile, cette recherche de l'industrialisation, parce qu'en fait, derrière le terme OpenInno, on met beaucoup de concepts différents. Certains mettent déjà toute la partie prise de participation, donc toute la partie equity, CVC, M&A ou corporate startup studio dans l'open innovation, et ça se tient puisque c'est de la stratégie d'innovation ouverte vers l'extérieur. Il y a évidemment toute la partie co-développement de nouvelles technologies avec la R&D. Et puis, il y a des choses un peu plus orientées vers les métiers, le développement d'une nouvelle offre, enfin les alliances commerciales, le co-développement d'offres ou le fait de devenir client d'une startup. Je mets un peu de côté pour l'instant les accélérateurs, les joint venture corporate, parce que là, on était plus, ou avec des laboratoires ou des universités, parce que c'est plus le périmètre startup qui m'intéresse là. Mais ce qu'on voit, du coup, c'est que ça fait quand même beaucoup de cas qui sont très différents, et plus on a de cas différents, plus on va être obligé de faire du sur-mesure en fait. Et donc en général le sur-mesure et l'industrialisation n'aiment pas trop. Donc déjà on sent qu'il y a une petite problématique de ce côté-là. Et là c'est marrant parce que en faisant cette analyse-là, je me suis un peu basé sur des leçons que j'ai appris plutôt côté startup. La première, c'est de dire si on veut du scale, si on veut industrialiser, c'est déjà bien de choisir une cible, de choisir un positionnement précis et essayer de l'exploiter à fond. Donc peut-être qu'une première idée, ce serait de réussir à restreindre sa thèse d'open innovation par Mythos Mapping. Et la deuxième leçon, c'est que le scale, en général, quand on est une startup, on l'atteint qu'une fois qu'on a le fameux product market fit. Donc on a montré la capacité à trouver, vendre, retenir et convertir de manière répétable notre client. Et pour ça, il faut avoir bien compris quel était le problème et avoir la bonne solution en face. C'est la partie problem solution fit du product market fit. Et donc là, la question, c'est qui sont les clients de l'open innovation? En fait, d'une certaine manière, c'est d'un côté les corporates et les startups. Et donc, quels sont leurs besoins? Il y a d'un côté corporate, un besoin d'accès assez rapide à des innovations qui sont frugales, un besoin d'accès rapide et frugal à des innovations qui sont impactantes, pardon. Et côté startup, quand on est une startup, on a besoin de revenus, on a besoin de références et on a besoin d'un terrain d'expérimentation pour s'améliorer, donc de feedback, enfin en tout cas d'une boucle d'itération, d'une boucle de feedback. Et donc si on essaie de repasser en fait les différents modèles d'innovation au crible de ces différents critères, en fait on va se rendre compte que toute la partie equity, c'est très intéressant, mais ça reste coûteux. Alors, je sais qu'il y a une différence entre OPEX et CAPEX, que le CAPEX peut paraître moins coûteux parce que c'est de l'investissement, mais en tout cas, c'est risqué. Le ROI des CVC, on a vu pas mal de boîtes fermer le leur récemment parce que c'est quand même un modèle qui est un peu compliqué à gérer. Et en plus, les synergies opérationnelles avec les métiers sont pas toujours là. Le M&A, le nombre d'histoires de grands groupes qui rachètent des startups et que la valeur du rachat est complètement détruite après 3 ans est quand même plus classique que l'inverse. Et les corporate startup studios, c'est un modèle qui est très sympa, dans lequel je ne rentrerai pas trop aujourd'hui, mais qui est encore un peu rare, en tout cas en France. Et en plus, là, pareil, selon la thèse du startup studio, on n'a pas forcément de synergie opérationnelle avec les différents métiers de l'entreprise. Parfois, ça arrive. La fabrique du Crédit Agricole, par exemple, essaie de vraiment avoir cette synergie-là. Parfois, c'est très dissocié. Par exemple, Big Blank, qui était le startup studio d'Air France, avait une thèse de justement ne pas du tout aller sur les marchés d'Air France.
Donc bon, la partie equity, c'est pas si rapide que ça, parce que c'est du long terme, c'est pas frugal, l'impact est moyen et la scalabilité peut-être si on est très chaud sur la prise de participation, mais pas si facile. Donc deuxième colonne, la partie co-développement technologique à la R&D, où le problème, c'est qu'on se met à la R&D. Donc déjà, de base, on est sur un process qui est assez long, assez coûteux, assez risqué. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, encore une fois. Hein. J'analyse juste la scalabilité. Et en fait, aujourd'hui, c'est plutôt les VC, selon les industries, hein, mais qui ont pris le relais des grands groupes sur le fait de financer les phases de maturation technologique des startups. Alors, ça peut varier des industries. C'est sûr que si on parle de la pharma, ça fait très longtemps que les grands groupes aident les jeunes entreprises, les startups en biotech à se lancer. Sur le digital, c'était plutôt les VC qui avaient pris le relais. Là, sur la deep tech, on revoit un peu des partenariats entre d'une part les VC et d'autre part les grands groupes. Mais en tout cas, ça va quand même poser des gros enjeux de propriété intellectuelle. À qui est la propriété? Est-ce qu'on est en train de financer indirectement son futur à quelque chose qui va être revendu à son concurrent? Si on ne laisse pas la propriété intellectuelle à la startup, en fait, elle va juste mourir. Donc bon, ça peut évidemment se résoudre avec des modèles de co-PI, de co-propriété intellectuelle, mais c'est un peu, encore une fois, du sur-mesure. Donc la vraie valeur de ces modèles-là, c'est beaucoup d'orienter la R&D de la startup. Mais donc encore une fois, c'est pas très rapide, c'est pas très frugal, ça peut avoir un bon impact, mais globalement, c'est pas scalable, c'est beaucoup de sur-mesure. Et donc ensuite, on va regarder ce qui se passe quand on essaie de faire des collaborations directement un peu avec les business, donc les métiers ou même les fonctions support de l'entreprise. Alors il peut y avoir des partenariats commerciaux, par exemple être un peu prescripteur de certaines startups ou un partenariat sur la mise sur le marché. Mais à ce moment-là, c'est plutôt de la diffusion de cette innovation, parfois de la différenciation sur des appels d'offres, parfois un peu de communication. Donc bon, c'est pas forcément un gros impact. Et c'est pas en tout cas de l'internalisation de cette innovation pour le groupe. Ça peut être parfois du co-développement d'une offre, mais pour faire beaucoup d'intrapreneuriat et d'innovation interne chez Start the Fuck Up, on sait que déjà développer une offre avec un grand groupe, c'est pas facile. Alors développer une offre avec un grand groupe, au sein d'un grand groupe, plus le faire en partenariat avec une startup pour qu'elle apporte une brique en plus, c'est encore moins facile. Pareil, ça veut pas dire que c'est pas faisable, ça veut juste dire que c'est beaucoup du sur-mesure. Et du coup, ensuite, il reste le sujet de devenir client, tout simplement, d'acheter la solution que propose la startup. Et donc ça, est-ce que c'est scalable? On va se dire que oui, ça l'est peut-être, puisque en fait déjà en interne dans les grands groupes, on a déjà quelque chose qui s'appelle un process achat. Donc en fait, ça devrait juste passer par là et fonctionner comme n'importe quel autre process achat du groupe. Sauf que évidemment, c'est pas si simple. Je pense que l'expérience des 10 dernières années nous l'a montré. Qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'acheter une startup comme si c'était n'importe quel fournisseur, n'importe quel service, n'importe quel produit? Côté, ça crée pas mal de problèmes. Les problèmes côté startup, c'est qu'ils sont confrontés à une multiplicité d'interlocuteurs. Ils savent pas naviguer dans un grand groupe. On va les balancer entre service et service. Que ce soit métier, le client direct, que ce soit les entités support, IT, juridique, achat, legal, machin. Le deuxième point, c'est qu'il y a souvent un gros désalignement culturel. Ça, je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez la maison des startups de LVMH, là, qui est à Station F. Finalement, tout leur programme d'accélération, maintenant, c'est un programme de coaching des startups à comment communiquer avec les différentes maisons du groupe, avec le bon vocabulaire, pour taper sur les bons objectifs et réussir à vendre ça. Et globalement, c'est assez frustrant pour les startups parce que le temps d'un process grand groupe, parfois, elles peuvent déjà être mortes. Si je simplifie. Parce que les process peuvent être longs et souvent assez averses au risque. Donc pour les startups qui ne sont pas encore tout à fait matures ou qui n'ont pas déjà prouvé avec un autre grand groupe leur fiabilité, ça pêche un petit peu. Côté grand groupe, on commence, en particulier aujourd'hui, à avoir une multiplicité de startups possibles sur tous les domaines. Et en plus, de l'autre côté, une multiplicité de besoins métiers auxquels ça pourrait marcher. Alors du coup, on se pose la question de, attends, mais du coup, je dois commencer par où? Je dois commencer par balancer plein de startups, je dois commencer par aller comprendre les besoins des métiers.
c'est un peu difficile de se retrouver dans tout ça. Il y a un certain nombre de blocages internes, on en entendait parler. Ah oui, mais vos données, elles sont hébergées sur AWS, nous, c'est pas possible. Ah, mais nous, en fait, on n'a pas accès à l'API dont vous avez besoin, donc on peut pas mettre vos données, etc., etc. Là, je tape beaucoup sur l'IT, mais c'est pas que la faute de l'IT. Il y a des grands groupes qui peuvent pas acheter des boîtes dont ils représenteraient plus de 20% du chiffre d'affaires. Donc ça peut être un blocage pour une startup si c'est son premier gros client. Et ensuite, il y a pas mal de problématiques sur justement, ok, on va faire plein de POC, ça va être super sympa, ils vont être financés par l'INO. Et d'un coup, là, quand on va essayer de passer côté métier, on va pas réussir vraiment à le passer à l'échelle. Je sais pas si tous ces problèmes vous parlent. J'ai vu certains hocher la tête petit à petit, donc j'ai l'impression que j'en ai. Ça fait un peu aéroport. Donc, en fait, pour essayer de répondre à tous ces problématiques-là, il y a un modèle qui a été popularisé en 2014 par Gregor Gimi, qui était chez BMW, et qui s'est dit, tiens, en fait, BMW, ils font pas mal de VC, de Corporate Venture Capital, de CVC. Mais voilà, tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, il manque une manière un peu plus simple, un peu plus fluide, un peu plus directe d'accéder à de l'innovation poussée par ces startups. Et pourtant, c'est un super vivier d'innovation qu'on n'est pas en train de leverage. On va pas assez vite avec notre CVC. Mais avec ce terme venture client, qui veut simplement dire en fait juste devenir le client d'une startup et parfois le premier gros client d'une startup, bah en fait, dans le mot venture en anglais, il y a le côté risque, et parce qu'en fait, c'est plus risqué de devenir le client d'une startup que d'un autre fournisseur mature. Ça peut être plus risqué parce que soit le produit ou la solution n'est pas mature en elle-même, ça peut être plus risqué aussi parce que si ça se trouve, dans un an, la startup, elle n'existe plus, tout simplement. Donc, double risque. Et il voulait aussi ce terme-là en opposition au venture capital. Là, c'est bien, on fait du venture clienting. Donc, on devient client d'une startup. Mais au-delà de ce terme qui du coup est assez basique, de dire bon bah voilà, on va devenir client d'une startup, ce qui est intéressant, c'est de dire en fait, à cet endroit-là, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, on peut commencer à réfléchir quelque chose de scalable. Parce qu'en fait, les process achats fournisseurs dans vos groupes sont déjà scalables. Donc ensuite, la question, c'est comment on le fait juste pour des startups. Et donc c'est là où rentre en ligne de compte le Venture Client Model, qui est en fait un modèle pour essayer d'industrialiser cette approche de Venture Clienting. Et pour ça, en fait, il faut globalement deux éléments. Il faut une unité, le Venture Client Unit, et un process qui va être mis en place par cette unité pour sortir. Donc cette unité, c'est quoi? C'est simple, ça va être justement le point de relais entre la startup et le grand groupe. C'est souvent le rôle qu'ont déjà vos entités Open Innovation, sauf que là, elle va être spécifiquement sur ce rôle de Venture Clienting. Donc, ça va avoir comme bénéfice d'avoir le fameux interlocuteur unique, que ce soit pour les startups ou pour les métiers. Et ça va avoir aussi le bénéfice que cette unité, elle doit avoir une culture hybride. D'un côté, elle doit comprendre le vocabulaire des startups qui va arriver et parler de churn et de CAC et de tous les buzzwords et de growth et de growth hacking et de bon, c'est bon, de no code et de je sais pas quoi. Qui va comprendre aussi la manière dont une startup se développe, que la manière dont ce qu'elle vend aujourd'hui, c'est pas exactement ce qu'elle va vendre demain, qu'elle va vouloir itérer, que tout ne fonctionne pas parfaitement, mais que il va y avoir des choses qui peuvent encore évoluer, qui saura screener en fait les critères de maturité qui font qu'une startup est bonne ou pas, et qui aura peut-être aussi une marque un peu attractive pour ces startups-là, en tout cas plus attractive que celle du grand groupe naturellement. Et côté corporate, elle doit avoir la culture de la compréhension fine des besoins des différentes entités en interne du groupe. Donc ça, c'est la partie, c'est sur l'unité en elle-même. Et cette unité, elle va mettre en place un process. Process qui, honnêtement, quand je vais vous le citer, vous allez me dire, bah oui, bah, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que de manière assez bête, on va dire que il faut d'abord une phase de découverte pour bien comprendre le problème côté métier. Ensuite, on va faire du scouting, c'est-à-dire chercher des startups, en lister une trentaine qui ont l'air pertinentes d'après ce qu'on voit sur Internet et des différentes recherches web.
Ensuite, on va faire un assessment, une évaluation, de regarder si la startup coche un certain nombre de critères de qualité. On va demander des démos et on va sortir avec une liste de 3-4 startups qualifiées. À partir de là, on va en choisir une ou plusieurs avec qui on va émettre un RFP, enfin une demande d'achat, une demande de proposition pour faire un pilote contractualisé. Ça, c'est un peu la partie où il faut apprendre à structurer, on en reparlera, un minimum viable purchase, comment acheter de manière minimale mais viable, pour ensuite rentrer dans une phase de pilote, où là, ce sera beaucoup de la gestion de projet justement de ce pilote-là. Et une fois qu'on a fini ce pilote, si les KPI, si les différents indicateurs de performance sont les bons, on adopte la solution et on la répand de manière un petit peu plus large. Et c'est là où je dis, ça n'a rien de très nouveau comme ça a priori, quoi. Ça paraît très logique. Le seul truc qui est bizarre quand on regarde ce diagramme, c'est pas le diagramme en lui-même, c'est qu'en fait, quand on met bien le bon process en place, il y a 2 chiffres, j'en ai oublié un. Le premier, c'est qu'on peut arriver sur des pourcentages de conversion qui sont de l'ordre de 60% entre les pilotes et l'adoption, ce qui est beaucoup plus élevé que dans pas mal de démarches d'open innovation. Et la deuxième, c'est que les entreprises qui ont mis ce genre de process en place, très vite, on va le voir après, au bout de 2 ans, 3 ans peut-être, en fait, des adoptions, elles en font 20 par an, 30 par an. Voire leur objectif, c'est d'en faire 100 par an à horizon 5 ans. Et donc là, on voit qu'on n'est plus sur les mêmes ordres de grandeur que certaines entités OpenInno qui, justement, parce qu'elles sont trop occupées à faire du sur-mesure en permanence, vont réussir à poussivement, parfois, sortir 2-3 conversions, 2-3 adoptions avec leur process existant. Et ça, en fait, c'est parce que quand on regarde bien ces phases, en fait, la plupart de ces phases, elles peuvent être très processisées ou templatisées et données à des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir des skills extraordinaires non plus. Ça peut être assez low cost en fait comme approche, et une personne dans une entité peut gérer jusqu'à 5 projets pilotes en parallèle assez vite. Donc c'est quoi un petit peu ces clés? La première, c'est que dans la phase de découverte, on va chercher à prioriser le besoin métier, prioriser les approches de pool, c'est-à-dire d'aller chercher le besoin plutôt que les approches en push. On va prendre toutes les startups entrantes et essayer de les rebalancer vers les métiers. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait cette approche un peu massive, surtout aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de startups dans toutes les industries, elle va tendance à épuiser les métiers d'une part et parfois épuiser aussi les startups d'autre part qui ont l'impression de faire plein d'intros mais en fait qui vont jamais convertir. Donc ça va être assez déceptif pour les deux côtés. Donc priorité aux besoins métiers, et donc pour ça, ça veut dire qu'un skill essentiel d'une Venture Client Unit, c'est d'apprendre à trouver des problèmes. Alors, en France, on est très fort pour donner des problèmes partout, mais n'empêche que certains vont nous dire « Ah oui, mais là, j'arrive pas à trouver des problèmes métiers, ils nous les expriment pas tant que ça. » Si on prend le point de vue externe, il y a des millions de startups qui se lancent tous les ans, dont un certain nombre arrivent sont pour des corporates et dont un certain nombre arrivent à trouver des gros clients. Donc si vous, de votre côté, vous n'êtes pas capable de trouver 5-10 gros problèmes à résoudre dans votre boîte par an, c'est qu'il y a un moment où vous n'avez pas encore craqué, mais je vous assure, ils sont là. Ils existent. Ces poches de valeur-là, ces poches d'optimisation, elles existent. Donc il faut les trouver. Le deuxième truc, c'est que le scouting, la phase de recherche de start-up, c'est pas si facile à faire, pas si difficile que ça à faire aujourd'hui, parce qu'en fait, on va chercher des startups qui ont un certain niveau de maturité quand même, et à partir du moment où elles ont un certain niveau de maturité, en général, elles ont levé des fonds, qui ont communiqué un petit peu dessus. Vous allez les trouver dans différentes bases de données de levée de fonds. Donc, ça va. En revanche, si vous essayez d'automatiser cette partie-là, d'avoir du scraping automatique, etc., là, en fait, vous n'allez pas forcément être bon parce que le fit entre le besoin métier et le besoin et la solution de la startup, il est quand même assez précis. Donc, faut pas lésiner sur cette partie-là. La deuxième partie, ça se templatise vachement bien, c'est un très bon process. La troisième partie, sur la partie achat, là, c'est le moment où il faut vraiment réussir à craquer un truc. Craquer un truc en impliquant dès le début les achats, le juridique et l'IT pour se mettre en place avec les achats un process de procurement simplifié, avec le juridique
des contrats allégés pour collaborer avec des startups et avec l'IT un peu des terrains, des sandbox, des bacs à sable d'expérimentation, vérifier qu'on a bien les accès aux bonnes données. Il y avait une histoire d'une boîte qui avait galéré à démarrer son POC juste parce qu'ils n'arrivaient pas à faire créer à la startup un mail pour son entreprise, un mail interne. Ça avait pris 3 mois. Okay. Donc la fois d'après, ils ont craqué ce problème-là. Ça ne prenait plus qu'une semaine de faire ça. Ils pouvaient démarrer le POC. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même itérer avec ces différents acteurs sur le process. L'autre point qui est très important pour moi, c'est qu'il faut que ce soit le client final interne qui finance le pilote, pas l'innovation, parce que ça sera votre meilleure marque de criticité pour le métier ou pour la fonction support, si eux sont prêts à payer pour le pilote. Si vous le financez, vous allez augmenter votre nombre de POC et diminuer votre taux de conversion derrière. Logique ? Et enfin, sur le pilote, ce que vous pouvez faire dans certains cas, surtout pour les projets qui ne sont pas que IT, en particulier sur les projets industriels ou logistiques, c'est essayer de créer des terrains d'expérimentation propices, un peu safe, pour accueillir les startups. Cdiscount, par exemple, ils avaient fait une POC Factory, qui était un méga entrepôt dans lequel toutes les innovations logistiques à destination des entrepôts, en fait, ils les testaient là. Dans un cadre un petit peu fait pour, et ça leur permettait d'itérer avec les startups et ensuite de le déployer à plus grande échelle dans leurs autres entrepôts. Donc, des boîtes qui ont mis ça en place, il y en a de plus en plus. BMW, comme je disais, ça a démarré là, et ce qui est intéressant avec eux, c'est que 2 ans après, ils avaient déjà screené, bon, on s'en fiche, celui-là, c'est un peu une vanity metric, mais plus de 1000 startups, mais surtout, ils avaient après 2 ans de mise en place de ce process-là, ils avaient 4 fois plus d'adoption réelle de startups dans leur métier, et certaines qui étaient très très structurantes pour eux, puisque par exemple ils ont collaboré avec ce modèle-là avec Mobileye, qui était une techno qui leur permettait aux véhicules d'éviter certaines collisions, et donc qui, avec le déploiement des voitures semi-autonomes ou autonomes, a été très utile. Il y a une boîte française dans l'aéronautique qui après 2 ans est passé à 25 preuves de concept par an, et surtout qui est passé de 3 adoptions par an à 10 ou 15 adoptions par an en 2 ans, parce que ce process il est répétable, parce que ce process il est scalable, et qu'une fois que ça tourne et qu'on a déverrouillé les différents bloqueurs internes, on arrive à rentrer dans la courbe de progression. Et si on arrive à craquer ça, en fait, le business case, il est facile. Hein. Si vous dites que un de vos critères de sélection pour choisir une problématique métier, c'est que si vous arrivez à la résoudre, ça vous ramène quoi, un demi-million, 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Le plus gros succès, c'est aux alentours de 10 millions de gains opérationnels. Et si vous multipliez ça par les nombres d'adoptions dont je vous ai parlé, x10, x20, x30, et vous comprenez maintenant pourquoi il y en a qui veulent arriver à du x50 ou x100 d'ici 5 ans, c'est parce qu'en fait, il y a une vraie poche de valeur prouvée, démontrée autour de ce modèle-là. Donc bon, je vais pas vous raconter beaucoup plus que ça, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui a l'air presque évident une fois qu'on a réussi à faire le tri. Le Venture Client Model, c'est un buzzword de plus dans l'écosystème de l'innovation, mais en fait, ça désigne un concept très simple, d'avoir une unité, c'est un peu des achats glorifiés, qui devient super forte à acheter des solutions de start-up et qui design un process et fait pour ça. Et donc, c'est apprendre à devenir un bon client pour une startup, avec un process carré pour obtenir un ROI qui a déjà été prouvé dans d'autres industries. Et une fois que le ROI est prouvé, en fait, vous pouvez monter assez vite sur les projets que vous faites. Et donc, juste quelques clés pour commencer. Déjà, comme je le disais, ce process-là, il faut que vous arriviez à le structurer avec les différents acteurs clés que vous avez en interne, qui aujourd'hui peuvent être ressentis comme des points de blocage, qui demain doivent être vos partenaires internes pour mettre ça en place. Il va vous falloir un petit peu d'itération au démarrage pour justement identifier, parce qu'ils sont assez spécifiques à différentes boîtes. Il y en a des globaux, mais dans le détail, comment ça se met en place, c'est assez spécifique à différentes boîtes. Donc, itérer avec les premiers projets.
Et ensuite, le dernier point, c'est attention à ce que j'appelle les vanity metrics, c'est-à-dire les indicateurs de performance qui n'indiquent pas la performance, qui n'indiquent juste de la communication. Donc le nombre de startups rencontrées n'est pas un indicateur de performance. Le nombre de POC réalisés n'est pas forcément un indicateur de performance. Le nombre de conversions de vos POC vers votre adoption, là, ça commence à en être un peu plus. EDF, dans leur programme EDF Pulse, mais qui est sur la partie OpenInno, maintenant, ils surveillent, par exemple, le taux, enfin la conversion entre le nombre de startups rencontrées et celles avec lesquelles il se passe quelque chose. Ça, c'est un bon premier indicateur si vous en voulez un peu plus en amont dans la chaîne. Donc voilà, ne vous mettez pas sur des vanity metrics, mettez-vous sur des metrics qui indirectement vont être corrélés à votre ROI. Et posez-vous vraiment, ça devrait être le premier point de ma slide, la question de est-ce que votre thèse d'innovation est assez restreinte pour permettre de passer à l'échelle. Et un dernier point, pour avoir été une startup avant, les startups, des partenariats, c'est sympa, mais ce qu'elles veulent, c'est des clients. Donc, s'il vous plaît, devenez clients des startups et apprenez à devenir des bons clients pour les startups. Merci beaucoup.